Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. Comme vous pouvez le voir accompagné, on est avec Maria. Salut Maria, Salut Mathéo, ça va? ça va bien? Merci, merci. Merci d'être là aujourd'hui dans ce podcast pour parler du digital nomade. Comme il y a eu un abonné qui nous a posé cette question, je vous mets le vocal tout de suite. Il nous a posé cette question et on a trouvé une invitée. Et pas un invité pour une fois. C'est Ouais, bien c'est vrai, aussi c'est vrai. d'avoir des filles, ça change. Parce qu'il n'y en a pas souvent dans le podcast, malheureusement, mais on essaye d'en trouver. Donc voilà, comme ça, vous savez, on est prêt pour débuter ce nouvel épisode. Bonjour à tous les gars. Maria, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases? Oui, je m'appelle Maria Camilla, je suis colombo-canadienne. Je suis née en Colombie et j'ai grandi au Canada. Et depuis un an, je suis digital nomade. Donc, pour l'instant, je parcours l'Europe en travaillant comme freelance en communication. Incroyable. Et du coup, tu aides les entreprises à faire leur stratégie de com, si j'ai bien compris? Oui, exactement. Je leur offre des services pour la stratégie de com, mais aussi pour la mettre en œuvre. Gérer leurs médias sociaux, faire de la rédaction, faire des visuels. La communication, c'est un métier assez large. Et moi, j'aime ça parce que je suis une curieuse de nature, donc ça me permet d'aller toucher à différentes branches. Et est-ce que tu saurais m'expliquer c'est quoi exactement un ou une digital nomade? Oui, une digital nomade, c'est quelqu'un qui va travailler avec une flexibilité géographique. Qui va pouvoir bouger, qui n'a pas un domicile fixe nécessairement, mais qui va pouvoir bouger d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre même, pour parcourir le monde, puis vivre dans différents pays, expérimenter différentes cultures, voir des paysages, apprendre des langues. Donc, pour toutes sortes de raisons. Et le digital, c'est qu'on vient travailler sur notre ordinateur. C'est le principal outil de travail. Et c'est ce qui permet ce mode de vie-là parce qu'il y a des nomades depuis des siècles et des siècles qui sont là et qui n'ont pas cet outil digital. Donc, eux, c'est des nomades, mais nous, on se dit digital nomade. Ok, super. Donc, tu as réussi à mêler ce que tu avais appris durant tes études à ton business, c'est ça? Oui, ouais, exactement. Parce que j'ai fait mes études majoritairement au Canada, au Québec, dans la ville de Sherbrooke. Et j'avais une 10e année d'échange en Belgique. Donc ça, c'était déjà un premier pas de dire, OK, ben, je suis dans un autre pays. Et j'avais vraiment cette envie de continuer. Je voulais pas rentrer chez moi. Euh, donc, euh, donc, je me suis dit, OK, ben, j'ai appris plein de choses pendant mes études. Plutôt que de prendre un emploi fixe, parce qu'il y a des digital nomades qui ont des emplois comme salariés qui font 100% télétravail, mais j'ai essayé, c'était assez compliqué, les gens étaient très réticents à ça. Il y en a, mais je me suis dit, OK, pourquoi pas être freelance? Et j'avais fait plusieurs stages, donc déjà, c'est comme, OK, ben, les missions que je fais sans stage, je pouvais les faire en télétravail, je vais essayer de les combiner à ce mode de vie, de voyage, et ça marche bien. C'est Ok. trop bien, Ouais. franchement. Et cet échange international, est-ce que c'était obligatoirement la Belgique ou tu as pu choisir? Obligatoirement à la Ah, ok. Belgique. En fait, pour vous dire la vérité, moi, mon plan de base, c'était de faire un Erasmus, un échange pendant mon bac au Danemark. Ça, c'était mon pays coup de cœur que je voulais absolument aller découvrir. Et bam, COVID. Donc, j'ai pas pu aller le faire au Danemark. Et à la place, j'ai choisi de faire une maîtrise, donc un master. On dit maîtrise au Québec. Et contrairement aux Européens, nous, on n'est pas vraiment euh, obligé de faire la maîtrise, dans le sens qu'avec un bac, c'est assez pour aller chercher un très bon emploi. Et la maîtrise, c'est plus pour te spécialiser en recherche. Mais là, vu que les frontières étaient fermées, il y avait le confinement et il y avait cette maîtrise-là qui était internationale. Avec la Belgique, je me suis dit, bon, ça me permettra quand même d'aller en Europe, même si c'est pas le Danemark. Et j'irai au Danemark après. Bien sûr. Voilà. Et tu as été au Danemark, du coup, maintenant? Oui, Trop bien. c'était dans mes premières destinations de digital nomade, en fait. Ouais. Et tu es aussi passionné par les voyages, je suppose? Oui. En tant que digital nomade, c'est important quand même. Et c'est quoi ton coup de cœur en Europe, à part le Danemark? À part le Danemark, la Slovénie a été un grand coup de cœur. La Slovénie? Oui, j'ai adoré.
super nature, super calme. Je suis allée en basse saison aussi, là, je suis pas allée en plein mois d'août, mais ouais, c'était génial. Là-bas, j'étais dans un hostel et je travaillais sur la terrasse avec les Trop vues bien. sur le lac Bled, avec le... Non, c'est magnifique, vraiment. Incroyable. Et du coup, comment tu fonctionnes pour essayer de donc, gérer la communication des marques? Quel est ton procédé généralement pour essayer de te démarquer, pour qu'ils te choisissent toi? Oui, OK, c'est une très bonne question. Euh, Déjà, pour me démarquer et vraiment tu sais, leur faire valoir ce que je peux faire, il y a tout ce processus de les rassurer, déjà, comme de montrer que je peux être une personne fiable, que même si je suis en train de voyager ou dans un autre pays avec un décalage horaire, que ça me tient vraiment à cœur d'être présente, de les respecter. Donc ouais, ça, je les rassure vraiment par rapport à ça, là, que je vais être disponible. J'ai un numéro canadien. Donc ça, c'est grâce à un service en ligne qui s'appelle Fongo qui me permet d'avoir un numéro qui est connecté donc, au Wi-Fi. Donc, c'est même pas un forfait Ok. téléphone. Donc, c'est des petites choses comme ça qui font en sorte qu'ils savent que je suis pas si inaccessible, qu'ils peuvent me rejoindre avec un coup de fil. Et l'autre partie, pour me vendre, pour me démarquer, c'est mettre de l'avant un portfolio. Donc, ce que je suis capable de faire. Et ça a été ma première étape. Donc, il y a un an, jour pour jour, j'étais en Norvège. Je commençais mon digital nomadisme. Et c'était ma première étape, me bâtir un site web. Me bâtir un site web avec des exemples de réalisation. Donc, je suis allée voir dans tout ce que j'avais fait durant mes stages et mes études, parce que j'avais pas eu d'expérience d'emploi professionnel, mais les stages, c'est des expériences, même les bénévolats. J'avais fait souvent des volontariats pour des SASOS à l'université, donc tout ça. Donc, j'ai bâti un portfolio et je l'ai publié sur tous mes réseaux sociaux, et je l'ai partagé et il y a des gens qui me demandaient et qui allaient voir le site. Et ça, c'est comme une preuve aussi de OK, elle est capable de faire ça, donc c'est une façon de se démarquer. Et un autre moyen que j'ai fait, qui a bien fonctionné, c'était de proposer mes services d'abord en pro bono. Ok. Donc, ça, c'est comme une dégustation. Ouais. Parce que j'ai travaillé au marché de Noël pour vendre les produits québécois au mois de décembre ici en Belgique. Et on fait souvent des petites dégustations où les gens vont goûter le biscuit. Et là, ils s'aiment trop, donc ils l'achètent, tu vois. Donc ça, c'est une façon de proposer un pro bono. Et comme ça, les gens, ils peuvent voir comment tu fonctionnes, si ça fit bien. Tu sais, moi, j'avais proposé un 3 mois, et au bout de ces 3 mois-là, ils savaient choisir, OK, merci, t'as fait un bon travail, ou de dire, OK, on veut continuer avec toi, et ont voulu continuer avec moi, tu vois. Donc, c'est aussi une façon de se démarquer, puis de dire, quand tu commences, OK, je suis prête à faire ça, et je m'implique comme si c'était un mandat payé. Ouais. Donc, vraiment super professionnellement, un travail de qualité, et c'était un bon tremplin également. Ok, incroyable. Et comment tu trouves tes clients la plupart du temps? Via les réseaux sociaux, le bouche à oreille Le bouche à oreille. Vraiment, ça marche très bien parce que, en fait, quand les gens ils ont un lien avec toi, même si c'est un lien éloigné, parce que quelqu'un te connaît, qui te connaît, quelqu'un, bref, ça donne déjà cette confiance, cette assurance plus parce que les clients, ce qu'ils veulent, c'est ça, c'est être rassurés et pas faire affaire avec n'importe qui. Donc, par exemple, je vais aller prendre un café avec une ancienne superviseure de stage et je lui ai parlé de ce que je faisais. Mais vraiment, moi, ce que je voulais d'abord, c'est prendre des nouvelles d'elle, du projet, de son entreprise, que je trouve génial. Et après, elle m'a référé à l'entreprise de son conjoint qui m'ont engagée pour un mandat. Et elle, après, elle m'a engagée pour un autre mandat dans son entreprise. Donc, tu vois, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de liens. Et j'en ai eu quelques-uns avec les réseaux sociaux. Il y a des groupes de pigistes, de freelance. Donc, moi, je suis sur ceux du Québec parce que moi, mon domicile officiel, il est au Québec. Ma résidence fiscale est au Québec. Donc, mes clients sont pour l'instant tous québécois, même si je pourrais en avoir des internationaux, mais j'ai décidé de commencer par là. Et oui, il y a des groupes de pigistes où il y a toujours des gens qui demandent, mais il y a aussi beaucoup de concurrence. C'est un peu la chasse. Ouais, bien sûr. T'es là, quelqu'un poste une demande et t'as 20-30 personnes qui répondent. Et c'est très énergivore.
la prospection en général, c'est très énergivore, Ouais. donc j'aime mieux l'approche d'attirer les gens vers toi. Mais 3, 4 fois, je suis allée sur les groupes et j'ai répondu à un message. Par exemple, le pro bono, je l'ai proposé comme ça, sur les réseaux sociaux, à une demande de quelqu'un qui avait demandé quelque chose. Et bah, j'ai répondu, j'ai dit, ça correspondait pas tout à fait. J'ai dit, bah, je sais pas ce profil-là, mais si vous avez besoin d'aide pour vos coms, je suis là. Et ils ont dit, ah, bah, on veut vous parler. Et l'autre, pareil, j'avais répondu et on m'a appelé. Et donc, 2 des mandats que j'ai en ce moment, c'était réseaux sociaux. Et sinon, ouais, bouche à oreille, même des amis à ma maman, par exemple, qui ont vu que j'avais un site web, ils m'ont rappelé pour un petit mandat. Donc, c'est Ok. ce qui marche très bien. Et c'est vrai que la prospection, on a connu ça, c'est Ouais. énergivore. Ouais. Nous, on Ouais, a ça tout prend fait. beaucoup de Hein. temps. Ça prend vraiment beaucoup de temps pour prospecter. Et généralement, après, ça dépend peut-être avec toi, ça dépend le business qu'on Ouais, fait. c'est ça. Mais même 85% du temps, c'est des noms. C'est Euh, ça. et nous, on le faisait dehors. Donc, Dehors, c'était dans quel contexte alors? bah, c'était pour attirer des clients, pour leur vendre un service. OK. Ouais, Et donc, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse bon, on faisait la prospection dehors, quoi. en fait, avant de commencer le podcast, on faisait du marketing de réseau avec Herbalife. Et Oui. du coup, pour trouver des clients, souvent, on devait donner des flyers. Enfin, c'était une des stratégies qu'on avait tentées. Elle n'a pas été ultra concluante, mais on donnait des flyers, on faisait des enquêtes dehors. Mais du coup, ça nous a appris à parler à tout le monde. Hein. Ouais, c'est vrai. Et au début, on avait peur, on n'arrivait pas, on n'avait que des noms. Et après, avec la technique et tout, à force de faire, la plupart des gens, ils disaient oui, ok, et ils répondaient aux questions et tout. Hein. Ah oui, Ouais, OK, vous avez Ouais, ouais. fini par Ouais, réussir à... et plus de peur du tout, on allait en rigolant vers les gens, en souriant et tout, alors qu'au début, on disait oh monsieur, est-ce que vous pouvez répondre Et alors qu'à la fin, on s'en foutait et c'était facile, quoi. Bah bon, après, on a, on avait aussi la prospection sur les réseaux sociaux. Ça, c'était... À la limite, je préférais voir les gens en face et leur ouais. parler que via les réseaux sociaux et dire comment ça va et tout. Maintenant, on est dans la nutrition, le sport et tout. J'aimais pas du tout. Mhm. Du coup, en soi, je préférais encore parler comme on le fait maintenant à des gens que faire ça via les réseaux. Oui, c'est plus souvent... Ou des mails, parce que ça, c'est Ouais. aussi un moyen de prospection et souvent, les gens ne répondent pas, donc Ouais. c'est Mais c'est vrai dommage. que c'est horrible au début quand on ne sait pas comment faire la prospection. C'est vraiment dur et énergivore, comme tu l'as dit tantôt. Mhm. Après, une fois qu'on a trouvé ce qui nous plaisait et la bonne manière de fonctionner, ça devient beaucoup plus facile. Mais au début, c'est chaud quand même. Ouais, non, c'est sûr. Du coup, moi, j'avais une petite question. Après, bon, ça va être très court, mais comme ton entreprise, elle est au Canada, est-ce que c'est le régime fiscal du Canada alors, ou alors c'est en Belgique? C'est au C'est Canada, au oui. Canada, En ok. Belgique, je suis là de passage, on va dire. Ouais. Tu sais, je suis sur des visas de touristes. Ah oui, C'est ok. pas vraiment... je suis pas domiciliée en Belgique, tu vois. Donc, ouais, ma résidence fiscale est au Canada. Mes numéros de taxes sont au Canada. Et voilà. Pour C'est l'instant, c'est comme ça. Ouais. c'est ça qui est génial en tant que digital nomade aussi. C'est tu sais vraiment, par exemple, mettre ton entreprise à Dubaï et être résident là-bas, et puis travailler un petit peu depuis ici, et depuis Dubaï et revenir, ou même aller à Bali. Il y en a beaucoup à Bali. Oui, Pour ceux qui connaissent la ville de Canggu, j'ai eu l'occasion de visiter cette ville magnifique, c'était génial. Il n'y avait que des digital nomades, c'était le paradis pour les gens qui aiment bien tout ce qui touche à ça. Donc ça, c'est un des avantages aussi qui est incroyable, Mhm. pouvoir mettre son entreprise en fonction du pays qui est le plus avantageux. C'est sûr. ouais, c'est ça. Là, il y a aussi des questions légales, là, de citoyenneté, de résidence. C'est moi, je suis colombienne et canadienne, donc je pourrais mettre l'un ou l'autre, Ouais. mais clairement, le Canada, c'est plus avantageux. Mhm. Euh, mais oui. Et le Canada, c'est comme les États-Unis, tu dois payer un impôt même quand tu vis à l'étranger ou pas. Oui, moi, je paye tout comme si je vivais là-bas. Ok, Tout ce qui change, c'est d'accord. que je suis pas sur place. Ouais. Ah ouais, ok. Mais après, ça fonctionne différemment qu'en Europe parce que vous, de ce que j'ai compris, dès que vous commencez, vous devez payer des impôts puis avoir enregistré votre entreprise. Nous, non. N'importe qui au Canada, ben, au Québec, je ne vais pas parler des autres provinces, peut se lancer comme travailleur autonome, comme indépendant. Et si tu ne fais pas plus de 30 000 $ par année, tu
t'as pas besoin d'avoir de numéro de taxe, t'as pas besoin Hmm. de faire des démarches spéciales, de t'incorporer. Même tu peux être au-delà de 30 000, avoir des numéros de taxes et pas être incorporé. Si tu es autonome, Ok. tu peux travailler comme ça. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même plus flexible qu'ici, de ce que j'entends de mes amis qui sont dans l'entrepreneuriat en Europe. Ouais, Mais vraiment. ouais, c'est exactement ça. Mais on n'est pas obligé de payer des cotisations sociales trimestrielles, parce que nous, on paie des cotisations sociales, tu vois, pour être auto-entrepreneur ou quand on a une entreprise. On doit payer donc ça tous les 3 mois, du coup. Et il y a un statut étudiant, donc auto-entrepreneur étudiant, donc il faut avoir moins de 25 ans. Et là, tu ne paies pas du coup les cotisations tous les mois si tu dépasses pas un salaire net de 3 800 euros, 3 400 euros par an, en plus de ton job étudiant, tu vois. Donc, ce que tu touches, par exemple, nous, on va dire nous, bah, ça va être par exemple nos revenus YouTube ou TikTok. Et en plus de ça, si on travaille en job étudiant à côté, bah, ça va compter. Donc, il ne faut pas dépasser les 3 800 euros par an, tu vois. Par an? Ouais. OK. Ce qui est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Non. Non, non. Mais c'est déjà ça, on va dire. Ben oui, c'est bien pour encourager Voilà. que les gens comme vous Exact. essayent quand même Ouais. l'entrepreneuriat. Ouais, pour débuter sans crainte déjà. Ouais, Oui. c'est ça, parce que quand tu débutes, comme nous par exemple, on génère pas d'argent. Donc, payer des cotisations alors qu'on n'en génère pas, bah, on est en déficit tout le temps, C'est tous les 3 mois, ça, quoi. exact. Ouais. Donc, bon, ça, c'est déjà pas mal. Après, on verra si ça va changer dans le futur ou pas. Ouais, c'est sûr. Et moi, perso, si je devais choisir, j'irais à Dubaï pour le moment. Parce que la qualité de vie, j'aime beaucoup. Fiscalement, c'est intéressant. Du coup, en tant que digital nomade, je choisirais Dubaï. Et toi? Ah, t'as pas envie de donner un peu d'impôts aux gens qui ont besoin, Thomas? Mais si, bien sûr. Mais là, t'en donnes un petit peu, il y a quelques pourcents. Ah, ils ont appliqué ça? Il me semble, si je me trompe pas, que c'est 6% maintenant. Ok, Ouais. ok. Ouais. Donc, tu donnes. Ouais, Voilà. ça va. Et toi, tu irais où? Je sais pas. Tu sais pas? Non, Avoue, au fond de toi, tu penses à Dubaï. je sais pas. Et toi, du coup, Maria, si tu devais changer d'endroit, tu irais où? Ben là, je vais changer d'endroit. Ah ben. Donc, il y a des nouvelles destinations de prévues. Mais en fait, moi, c'est ça, plutôt que m'établir longtemps dans ces destinations-là, je vais vraiment passer comme touriste. Et quand tu es touriste, tu peux toujours continuer ta business comme si tu étais dans ton pays, tu vois. Ou avec des PVT, les visas Ouais. vacances-travail. C'est ce que j'ai eu en Europe toute l'année qui vient de passer. Donc voilà, petite parenthèse. Mais là, en fait, je vais me diriger tout doucement vers la Thaïlande. Et je dis tout doucement parce que c'est en slow travel. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi parce qu'en tant que digital nomade, on peut être porté à se déplacer beaucoup. Et moi, tu sais, je me suis questionnée, OK, bah, je vais quand même limiter mon impact écologique. Donc, comment je pourrais faire pour éviter de prendre plein d'avions sur une année, puis réduire ça un max. Donc, je vais y aller surtout en train jusqu'en Thaïlande. Ok, Ouais. super. Pour l'instant, j'ai pris un pass Interrail pour aller en Turquie. Ok. Et de là, je vais sûrement prendre le Transsibérien et puis me diriger vers la Thaïlande. Donc c'est vraiment un nomadisme pour moi qui est très sans mouvement, parfois. Parfois, je me pose longtemps à un endroit, comme en Belgique, j'ai passé quand même quelques semaines, quelques mois. Et parfois, je vais être plus sur la route, en train de changer de destination aux 2 semaines ou au mois. Donc oui, parce que c'est vraiment des pays, la Thaïlande, le Vietnam, où je suis jamais allée, qui m'attirent beaucoup par leur culture, pour plein de raisons. Et oui, donc c'est dans les prochaines destinations. Ok, c'est bien, Incroyable. parce que voyager en train, tu voyages autrement qu'en avion, forcément. Ouais, Le fait de voyager tout le temps en train, d'aller dans des destinations, je suppose que si tu vas par exemple ici en Turquie, où c'est ta destination, pas finale, mais tu dois t'arrêter en Turquie pour prendre un autre train, tu vas rester peut-être quelques jours en Turquie, visiter ou... exact. Et ce qui est génial, moi, j'adore travailler dans les trains. Parce que quand tu es dans le train, tu es assis, tu as des beaux paysages qui défilent et pendant 6 heures, 8 heures, peu importe le temps que tu es dans le train, tu as comme un beau bureau où tu peux juste travailler parce que c'est pas comme un bus qui bouge ou une voiture. Tu sais, moi, je trouve que c'est quand même un bon endroit où tu peux te concentrer. Il n'y a pas de distraction.
limite, je travaille mieux dans les trains que chez moi. Parce que si je suis posée dans un appartement, je vais me lever, je vais faire la vaisselle, je vais faire le ménage. Et au final, j'ai du mal à être focus. Et dans le train, là, je rentre dans un flow et je travaille. Il n'y a pas toujours d'Internet, mais j'essaie de prioriser donc les tâches qui n'ont pas besoin d'Internet. Ok. En Europe, souvent, il y en a. Sur les lignes de grande vitesse, tu vas avoir d'Internet. Par exemple, je m'en vais à Paris cet après-midi et j'ai mon ordinateur et je vais travailler tout le trajet, c'est 2 heures, et je vais les passer sur mon ordi, avancer des tâches qui requièrent plus de focus, comme de la révision et qui n'ont pas besoin d'Internet, même s'il y en aura sûrement, parce que c'est un Ouigo, mais bref, à voir. Donc c'est ça, il y a souvent des prises aussi, mais petit tip, chargez toujours tous les appareils avant de rentrer dans le train, parce que parfois les prises ne marchent pas. Et exact, donc là, tu sais, je vais prendre un train d'abord pour Vienne. Ok. Je vais m'arrêter à Vienne un week-end, le temps d'un week-end. Et ensuite, je continue vers la Roumanie, vers Bucarest, où là, je vais arrêter une semaine. Donc pendant une semaine, je vais travailler les soirs que je dois travailler, et le reste du temps, je vais aller découvrir ce pays. Ensuite, je fais ça pour la Bulgarie. Ensuite, pour la Turquie. Donc, plutôt que d'avoir volé de Belgique à Turquie, Ok. je vais avoir vu plein de villes, de pays. Et c'est ça, la beauté de Digital Nomade, c'est que tu as le temps. Souvent, les gens, ils disent, on a juste 2 semaines de vacances. Tu peux pas te permettre de faire Ouais, non, c'est ça. une semaine en train puis une semaine pour revenir, parce qu'au final, tu es un jour sur place, alors que Digital Nomade, tu as la flexibilité, tu vois. Donc, ouais. Donc, moi, c'est vraiment un aspect qui m'intéresse beaucoup. C'est génial. Nous, avec le podcast, dans le futur, c'est aussi ce qu'on aimerait bien faire. Générer quelques revenus grâce au podcast. Du coup, de temps en temps, on devra tourner des épisodes et avoir un lieu fixe. Mais après, tout le reste, on pourra le faire avec l'ordinateur ou le téléphone. Donc, Ouais, à fond. et comme moi, je suis aussi passionné par les voyages, j'aimerais bien créer aussi une petite agence liée à la préparation de voyages. Mais ça, les abonnés le verront dans le futur. Trop cool. Et là, ça me permettra aussi du coup de générer des revenus à la fois avec plus tard le podcast et le travel planner. Et donc, essayer d'être comme toi, digital nomade. Ouais, et d'ailleurs, j'ai aussi lancé un projet lié au Trop voyage, bien. qui pour l'instant est un projet personnel. Là, si je le monétise pas, mais qui éventuellement, je me dis pourquoi pas le monétiser aussi. Et c'est justement sur les voyages alternatifs. Ça s'appelle Aventure autrement. Et là, je partage des récits de gens qui voyagent comme ça, qui se disent, OK, comment je peux voyager autrement, ou de voyages que j'ai moi-même fait. Donc, mon premier voyage de digital nomade, c'était la Scandinavie, où j'ai fait Suède, Norvège et Danemark. Et c'était incroyable. Et là, j'ai partagé un article de blog sur comment ça s'est passé, avec des informations pratiques pour aider les gens et tout. Donc pareil comme toi, je me dis, pourquoi pas éventuellement monétiser aussi. Et je collabore avec d'autres entrepreneuses qui sont intéressées par le domaine du voyage, aussi digital nomade ou pas, mais qui ont déjà voyagé, dont une travel planner. Et Trop bien. c'est trop intéressant. Mais ce qui est bien aussi en tant que digital nomade, c'est que tu peux avoir plusieurs entreprises et à chaque fois travailler depuis ton ordi. Si tu as 3 boîtes avec lesquelles Exact. tu travailles depuis ton téléphone, c'est génial. Oui, ouais. Et comme tu dois pas faire le déplacement le matin et le soir, tu gagnes un temps fou aussi. Parce que quand tu es 2 heures le matin dans le train et 2 heures pour revenir, tu perds déjà C'est beaucoup de ça. temps. Après, tu peux aussi travailler dans le train, du coup, avec ton ordi, mais quand tu es salarié, souvent, tu travailles pas dans le train. Donc, Ah non, c'est ça, parce que tu t'en vas au travail et tu vas travailler toute la journée, Ouais. donc tu veux pas déjà Ouais, voilà, te c'est ça. brûler. Mais oui, quand tu es digital nomade, tu choisis tes horaires de travail, tu as vraiment là, cette liberté de dire OK, je travaille ici, après je prends 1 heure de pause et je vais me promener. Mhm. Donc c'est trop bien. c'est vraiment bien. On fait ton petit jeu. Allez, je vais te poser 3 petites questions. Go. Du coup, la première question, c'est comment tu gères le regard des autres? Est-ce qu'il a un impact sur toi ou pas du tout? Oui, il a un impact sur moi. De moins en moins, je sais. Mais déjà, quand je me suis lancée, j'avais l'impression d'être un peu genre celle qui sort du cadre. Ouais. Parce qu'on s'est tous diplômés, les gens qui faisaient ma maîtrise, c'est moi. Et tout le monde cherchait des emplois et tout le monde trouvait tranquillement des emplois. Et moi, j'étais là genre, non, je vais voyager, je vais chercher des contrats, tout ça. Et ouais, donc comment je le gère? C'est une bonne question, si vous avez des tips. Mais non, déjà, c'est aussi, j'en ai parlé à des gens qui n'étaient pas comme
dans le même milieu que moi ou le même âge que moi, des gens plus vieux qui m'ont vraiment donné confiance, qui m'ont dit « Ah, ce que tu fais, c'est bien, j'aurais fait ça à ton âge, tu peux y réussir. » Donc, c'est comme m'entourer de personnes positives qui m'ont donné la confiance pour que celles qui sont plus réticentes, finalement, ça me dérange moins ce qu'ils pensent parce que je sais que j'ai du soutien quand même. Ok. Ah, super intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme tips à Maria? Bah, moi, qu'est-ce que je peux donner comme tips? Ce qu'il y a, c'est qu'on en avait déjà discuté à la radio avec toi et Lucas, c'est que le regard des autres, en vrai, depuis longtemps, nous, on s'en fout au final. C'est un avantage qu'on a parce que... En fait, c'est ça, c'est difficile à expliquer. Ouais, j'ai l'impression que c'est aussi un peu quelque chose... Peut-être naturel. Ouais, c'est ça. En vrai, il y a un tips, après, je sais pas si c'est le meilleur tips, c'est généralement, les gens, quand tu publies, c'est pas le seul contenu qu'ils vont voir. Et donc, ça peut être, c'est pas méchant de dire ça, mais genre, par exemple, t'es pas la seule en fait à faire ça, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc ça veut dire que ils vont voir ce contenu, ils vont en voir un autre, mais ils vont pas dire ah t'as vu celle-là, elle a fait ça, c'est quoi? Non, non. C'est généralement plus les gens les plus connus, genre par exemple des gens qui ont plus de 20 millions d'abonnés, qui se font vachement critiquer parce que les gens, il y a énormément de personnes qui sont abonnées à eux. Nous, en vrai, on est encore petits. Donc, il faut tester des choses. Même s'il y a des critiques, en vrai, c'est pas grave parce qu'au moins, tu auras testé, tu auras vu si ça fonctionne ou pas. Et c'est le seul moyen de voir si ça fonctionne ou pas. Et donc, ces critiques-là, en vrai, si ça fonctionne pas, essaye de regarder comment tu peux améliorer ton contenu, qu'est-ce qu'ils disent, est-ce que c'est constructif ou pas aussi. Parce qu'il y a des gens, ils sont juste là pour abattre. C'est vrai. Donc ça, on ne faut pas en prendre en compte. Et donc voilà, ça serait mon tips en vrai. Des très bons conseils. Et moi, c'est plutôt une citation que je voudrais dire, c'est que de toute façon, on n'est jamais critiqué par meilleur que soi. Parce qu'au final, j'ai jamais vu un grand footballeur critiquer quelqu'un qui commençait le football ou un entrepreneur critiquer un petit comme nous qui vient de commencer. Souvent, on est encouragé par ces gens-là et c'est les gens qui n'ont rien fait qui critiquent. Donc, c'est la seule citation que je voulais te dire. Trop bien, trop intéressant, merci. Et la deuxième question pour toi, c'est quel est ton plus grand regret? Mon plus grand regret? Ouais. Question difficile celle-là à chaque fois. Ouais, c'est super difficile. Ou une chose que tu regrettes dans l'entrepreneuriat. Ouais. En fait, c'est qu'il y a plusieurs petites choses que je regrette qui sont pas de grande importance, mais que je me dis, zut! Par exemple, de ne pas avoir commencé à utiliser plus tôt des logiciels, même payants, mais pour mieux m'organiser, pour mieux ficeler mon entrepreneuriat. Parce que, par exemple, Canva, j'utilise tout le temps, mais jusqu'à il y a un mois, j'ai pas payé la version pro. Et là, je la paye et j'économise tellement de temps, c'est tellement plus efficace. Donc, c'est comme... Ouais, c'est peut-être cette peur d'investir quand t'as pas encore beaucoup de revenus. Quand je me suis lancée, tu sais, j'avais rien, donc j'étais comme, la flemme d'investir. Mais au final, c'est que ça te permet d'aller plus vite et mieux. Même chose si j'utilise un logiciel pour gérer mon temps, gérer les factures des clients, gérer tout ça. Celui que j'utilise s'appelle Harvest, par exemple. Encore là, je me dis, ça aurait été trop bien d'utiliser avant parce que non seulement ça me donne un aperçu sur ma semaine de j'ai passé combien de temps sur tel projet, combien de temps est facturable et non facturable. Tu sais, ça te permet de savoir ce que tu as fait parce qu'au début, je calculais zéro mon temps et la semaine finissait, j'avais l'impression de rien avoir fait ou de... Tu sais, c'était difficile de me valoriser puis de dire, allez, continue quand t'as rien de concret. Ouais. Tu sais juste à bosser un peu. Donc ça encore, c'était un bon investissement. Et d'investir du temps aussi pour bien s'organiser. Par exemple, j'utilise Notion pour vraiment être organisée. Et c'est un outil très puissant, mais je ne l'exploitais pas à son plein potentiel jusqu'à récemment où une amie qui est dans l'entrepreneuriat m'a dit « OK, je vais t'aider, on va pendant 1 heure construire bien ta base de données. » Et encore une fois, ça change la donne parce que oui, j'ai investi cette heure-là pour l'organiser, mais maintenant... J'en gagne plein d'autres. J'en gagne plein d'autres. Donc, je regrette de ne pas avoir investi plus tôt du temps et de l'argent pour les outils de travail. Ok. En vrai,
Enfin, c'est incroyable que tu nous dises ça. C'est magnifique que tu t'en aperçoives. Parce que les gens, même qui aimeraient investir leur argent et tout, généralement, quand on leur dit, et c'est un bon conseil, si t'as pas beaucoup d'argent pour investir et le faire fructifier, essaye d'investir en toi-même. Et Mm. c'est ce que tu es en train de faire, en fait. Tu es en train d'investir en toi-même, donc pour payer les logiciels, pour payer Canva, par exemple. Et tu prends du temps sur ça, même si tu penses que à court terme, c'est une perte de temps, tu te dis, ah là, je vais perdre 1 heure à faire mon Notion, ou je vais perdre 3 heures à faire quelque chose d'autre, c'est pas grave, je le ferai plus tard, ou je le ferai pas, etc. Et bien maintenant, sur le long terme, tu vas en gagner plein d'autres parce que tu es mieux organisé, donc tu as vraiment une vue globale, tu arrives à voir au-dessus de tout ce que tu dois faire pour après prioriser qu'est-ce que je dois faire en premier. Exact. Et ça, c'est pas utile, je le ferai plus tard ou Ouais, quoi, à tu vois. fond. Puis un autre exemple en lien avec ça, c'est les formations aussi. Mhm. Parce que les 6 premiers mois, j'ai pas tellement investi dans les formations. Parce que, bon, on vient de finir l'université, on a l'impression que, voilà, on s'est formé, on veut passer à l'action. Mais en fait, on nous forme pas à l'entrepreneuriat Ouais, Ouais. c'est sûr. dans un cursus de communication, pas du tout. Donc, j'avais commencé à investir avec un coach privé d'entrepreneuriat, mais c'était des rencontres assez ponctuelles parce que, tu sais, voilà, je voulais pas non plus trop investir, mais à partir de l'été passé, j'ai investi dans une grosse formation entrepreneuriale qui s'appelle le Campus des créateurs nomades. Donc, moi, je me suis dit, OK, bah, c'est pour les nomades, c'est parfait, c'est pour se lancer en freelance. Et c'est un gros investissement. Tu vois, à ce moment-là, j'ai été dans le rouge, on va dire, dans le sens que j'ai dépensé beaucoup plus que ce qui rentrait dans mes poches pour cette formation-là. Mais au final, grâce à cette formation, bah, déjà, c'est surtout le réseau que ça me fait parce qu'il y a plein de gens dans la formation qui ont des intérêts communs. À Paris, je m'en vais voir ces gens-là, tu vois, pour des collaborations. On va lancer un e-book samedi sur le voyage alternatif qu'on a fait avec ces gens-là. Donc, ça accélère le réseau et aussi les connaissances et les compétences parce qu'il y a tout un cursus. Vous le disiez tantôt, vous vouliez faire peut-être une formule comme ça plus tard. Euh, donc oui, quand j'ai investi dans ça, j'ai vraiment vu que ça m'a aidé à, à mieux avancer, à aller plus loin. Mhm. Et maintenant, j'ai investi aussi dans des formations de marketing, communication, tout ça, plus spécifiques parce que à l'école, là, ce qu'on apprend, c'est assez général. Mais moi, on m'a jamais appris à utiliser en détail un logiciel ou, tu sais, par exemple, OK, on a eu un cours de comment faire un site web, mais maintenant, j'ai fait plein de cours plus spécifiques Ouais. sur comment ça marche. Donc je me dis, investir dans des formations, ça te fait gagner du temps également, là. Ouais, Totalement, ouais, ouais. totalement. Et la dernière question, c'est la chose du coup que tu regrettes le moins. Que je regrette le moins, bah, de m'être lancée. D'avoir dit, quand j'ai fini mes études, allez, je vais suivre mon cœur, je vais suivre mes rêves, qui étaient d'aller voyager, d'aller d'abord découvrir le Danemark et la Scandinavie. C'était un de mes premiers rêves. Un des autres rêves, c'est d'aller vivre dans un éco-village, ce que j'ai fait au Danemark. Trop bien. Donc, moi, j'avais ces rêves-là et je me suis dit, ben, je veux les faire maintenant. J'ai pas envie de me dire, comme plusieurs font, je vais travailler 200-300 ans, économiser et ensuite les faire. Je me suis dit non, parce qu'on sait pas ce qui peut arriver. Et avec la pandémie, on l'a vu, à tout moment, tout peut changer. Et même un accident peut arriver, n'importe quoi peut arriver. Et pour moi, c'est comme, bah, peut-être dans 200, ce sera plus possible de voyager. Bien sûr. Et alors, je voulais le faire à ce moment-là pour ça. Et je l'ai fait, je le regrette pas du tout. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. En fait, le plus dur, c'est de se lancer. Et une fois qu'on s'est déjà lancé une fois, c'est même plus facile de se lancer une deuxième fois, une troisième fois. Et en fait, le plus dur, c'est de se lancer pour la première fois dans l'entrepreneuriat. Oui, exact. On va du coup passer à un tu préfères. Donc, il y a des petites questions sur le digital nomade, sur la vie digital nomade. Et tu devras faire le choix entre soit une chose ou l'autre chose, du coup, et expliquer un peu pourquoi tu as choisi cette chose-là. Trop bien. Allez. Est-ce que tu préfères travailler depuis une plage ou alors dans la montagne? Dans la montagne. Parce que à la plage, il y a comme
trop de soleil, du sable qui pourrait aller sur mon ordi. La montagne, pour moi, c'est plus apaisant. Et pour travailler, je trouve que les climats un peu plus froids, je me mets plus dans le mood de travail. Alors que quand j'ai été à la plage dans des destinations où j'ai été digital nomade, par exemple la Croatie, j'avais pas tellement envie de travailler. J'étais plus en mode, ben, je fais, mais je vais aller profiter. Donc, pour travailler la montagne, mais pour profiter la plage. Ok. Est-ce que tu préfères voyager constamment et changer de pays tous les mois ou alors rester plusieurs mois dans une destination? Ça, c'est une question difficile parce que je dirais un mix des deux, mais de bouger plus, pour l'instant, c'est ce que je préfère. Est-ce que tu préfères vivre donc dans une ville ultra connectée et moderne ou dans un coin plus reculé avec du coup plus de nature, il y a moins d'infrastructures? J'aime bien quand même plus nature Ok. parce que c'est quelque chose dont j'ai besoin dans ma vie. Après, en tant que digital nomade, c'est ça que je peux comme changer de l'un à l'autre parce que en étant en nature, tu es aussi plus isolé, c'est moins facile de rencontrer des gens, mais je trouve ça plus apaisant. Ok. Est-ce que tu préfères travailler en solo pour gérer ton temps comme tu veux ou alors collaborer avec d'autres personnes à distance? C'est des questions super difficiles parce que, en fait, chaque fois que j'ai envie de répondre, Les je deux. peux faire les deux. Ouais, voilà. Un Ouais. digital nomade peut faire les deux et c'est ça qui est cool parce que, en fait, ce qui est trop génial de collaborer avec des personnes, c'est que tu peux avancer plus vite sur des projets, t'apprends, t'as plein d'idées. Donc, j'aime ça. Et en plus, vu que je peux gérer mon temps, je peux décider de travailler en collabo sur seulement certains projets et en solo le reste. Donc, ça me permet d'avoir un équilibre. Mais les collaborations, je suis très fan, je les encourage beaucoup. Donc, pour le bienfait de la question, je vais aller sur ça. Ouais, c'est sûr que les tu préfères, c'est chiant, hein, parce C'est que le pro pour t'as ça. envie de dire les deux, mais bon, malheureusement, faut choisir. Mais bon. Est-ce que tu préfères donc avoir des horaires flexibles ou alors avoir des horaires fixes? Flexible, 100%. Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui est addict au soleil, Ok. par exemple. Donc, quand j'ai des horaires flexibles, comme aujourd'hui, il fait un ciel magnifique avec du soleil, je peux décider de changer mes blocs de travail pour un autre moment de la semaine et aller faire un bain de soleil, comme je dis. Et donc, aller à l'extérieur, lire un livre, recevoir le soleil. Et quitte à travailler la nuit, ça ne me dérange pas. Donc, ce n'est qu'un exemple, mais aussi pour pouvoir prendre du temps pour les choses qui sont importantes, qui arrivent à des moments différents. Euh, donc, flexible, 100%. Est-ce que tu préfères bosser depuis un coworking, donc tout le monde dans la pièce, ou alors depuis ton logement? Question difficile aussi. Mais coworking, j'aime bien. C'est pas ce que je fais souvent, mais ça Mhm. me motive quand je le fais parce que quand tu vois d'autres gens travailler, même quand j'étudiais, j'aimais toujours aller en bibliothèque, t'entourer de gens qui sont là-dedans. Comme je disais plus tôt dans le podcast, chez moi, j'ai beaucoup de distractions. Donc, je dirais coworking. Ouais, c'est bien parce que après il y a l'énergie du groupe, comme tu dis, travailler Ouais, ensemble et tout. à fond, je vais faire ça à Paris justement cette semaine. On va aller dans un coworking et là, j'ai trop hâte. Ouais, incroyable. Ça te donne des bonnes énergies. Oui, c'est ça. Mais bon, je pense que faire ça tous les jours, ce Non. serait trop Ouais, parce que ça doit c'est être C'est ça. comme si fatigant. tu es salarié, tu dois faire le trajet pour te C'est rendre ça. là-bas. Mais hey, une fois par semaine Ouais, ou c'est 2 ça. semaines, ce serait génial. Est-ce que tu préfères un mode de vie minimaliste, donc avec juste l'essentiel dans ton sac à dos, ou alors transporter un peu plus de confort? Qui 100% minimaliste. Ouais, Moi, je voyage avec un sac à dos et c'est tout. ok. J'aime pas les valises. Je trouve ça gros, je trouve ça encombrant. Les gens, souvent, ils sont super surpris quand ils me voient arriver. Ils disent, mais t'as juste ça? Tu voyages 2, 3 mois et t'as juste ça? Je suis comme, oui. Et c'est génial parce que ça te libère de la charge mentale, en fait. Moins t'as de choses, plus t'as de liberté d'esprit et c'est cool. Ouais, C'est c'est vrai. sûr. Tu dois penser à moins de choses s'il y a des problèmes. Ouais, ou même à une gare, s'il n'y a pas d'ascenseur ou de trucs, tu dois traîner ta valise. Hmm. Tu peux pas aller partout facilement, alors qu'avec le sac à dos, tu le mets sur le dos et c'est génial. Ouais, totalement. Est-ce que tu préfères donc toujours découvrir de nouveaux endroits, mais ne jamais avoir un repère fixe, ou avoir
donc le repère fixe, une base et aller à d'autres endroits? Difficile aussi, cette question. Pour l'instant, je préfère aller à des nouveaux endroits parce que chaque fois, c'est comme un nouveau départ et je sais que j'ai l'essentiel sur moi, donc il n'y a pas non plus ce truc de dire, ah, je dois refaire des bagages, tout ça. Mais, euh, mais oui, mais je pense que ça peut changer avec le temps, cette réponse. Ok. Euh, Est-ce que tu préfères gagner très bien ta vie mais avoir peu de temps libre ou alors travailler moins et profiter donc davantage dans chaque destination? Travailler moins, profiter davantage. Ouais, à fond. C'est une des raisons qui me pousse aussi à être digital nomade. Et là, c'est la dernière question. Tu préfères prendre le risque de lancer ton propre donc business en ligne avec des revenus variables ou alors travailler en freelance avec des revenus plus stables? OK, bah, vu que je suis lancée en freelance, en fait, ce que je te dirais, c'est que freelance, c'est pas non plus nécessairement stable, parce que tu peux avoir des mandats qui varient, Mhm. mais je dirais quand même freelance parce que je pense que c'est un des meilleurs tremplins. Et une fois que tu as établi une certaine stabilité en freelance, là, miser sur les revenus en ligne. Ce serait un peu mon ordre logique des choses. Ok, incroyable. Merci. C'était grave intéressant Ouais, de d'entendre tout fou. ça. C'est ça qui est bien avec le Tu préfères, c'est qu'on peut aborder des sujets qu'on n'a pas pu aborder dans le podcast ici. C'est vrai, c'est une bonne idée. Et donc, c'est chouette d'avoir ton avis là-dessus. Ouais, c'est vrai. Eh bien, nous allons clôturer sur ce petit jeu. Merci à toi d'être venu, en tout cas. Merci pour l'invitation. On doit aussi remercier forcément UFM. Grâce à eux, on a pu tourner cet épisode ici, dans leur studio. Donc merci à eux aussi, ça nous fait vraiment plaisir. Et on se retrouve, comme d'habitude, toutes les semaines pour un nouveau podcast. Et on se dit à la À semaine bientôt, les prochaine. gars. Ciao. Salut, salut. Ciao!